Imaginez, le volcan aux portes de votre ville fume depuis des semaines. La cendre recouvre les rues et on vous a officiellement assuré qu'il n'y avait aucun danger. Le lendemain matin, le gouverneur qui s'y était rendu pour le prouver avait disparu, avec 30 000 habitants. Les 10 volcans les plus meurtriers de l'histoire, classés selon ce qu'ils ont fait aux gens qui leur faisaient confiance. La 10e place revient au Kilauea, non pas parce que c'est le volcan le plus meurtrier de cette liste, mais parce qu'il est peut-être le plus implacable. Il n'explose pas en un seul moment catastrophique. Il ne s'arrête tout simplement jamais. Situé sur le flanc sud-est de la grande île d'Hawaï, le Kilauea est en éruption continue depuis le 3 janvier 1983. Plus de 40 ans sans interruption. L'un des événements volcaniques ininterrompus les plus longs jamais enregistrés. Tandis que les scientifiques le mesurent, que les compagnies d'assurance rédigent des clauses d'exclusion à son sujet, que des familles font leurs valises, partent, puis finissent par revenir, la lave continue son chemin. L'île est aujourd'hui physiquement plus grande qu'elle ne l'était à votre naissance. L'éruption de 2018 a rendu cette abstraction brutalement concrète. Sans le moindre avertissement spectaculaire, des fissures se sont ouvertes au sein du lotissement de Leilani Estates. Non pas sur un flanc éloigné, mais entre les maisons, à travers les rues pavées, sous des véhicules stationnés. 24 fissures distinctes se sont formées au cours des semaines suivantes. Certaines sifflaient le soufre. D'autres s'ouvraient en fontaines de lave de 60 mètres de haut. Des rues entières sont devenues des rivières de roches en fusion, avançant à peu près au rythme auquel vous promèneriez un chien. Assez vite pour vous maintenir en alerte, mais assez lentement pour que regarder le flot, consumer la clôture en bois d'un voisin, semble presque irréel. Puis, le porche a cédé. Puis, la maison. La roche ne se précipitait pas. Elle n'en avait pas besoin. L'odeur est une chose qu'aucune description ne peut véritablement saisir. Le dioxyde de soufre, réagissant avec la végétation en feu, produit quelque chose qui tient du fil de cuivre chaud mêlé à des œufs pourris, avec une troisième caractéristique qui n'a tout simplement aucune analogie, car rien d'autre dans la vie ordinaire ne la génère. À l'endroit où elle rencontre l'océan, là où la lave frappe l'eau de mer, la réaction produit ce que les habitants appellent la lase, de l'acide chlorhydrique et des particules de verre ultra fines dans un panache qui ressemble exactement à de la vapeur inoffensive. Cela détruit les tissus pulmonaires. Les gens, qui sont restés pour protéger leurs biens, ont appris à vérifier la direction du vent avant d'ouvrir une fenêtre. 716 maisons ont été détruites en 2018. Pas endommagées, détruites, dissoutes. Les personnes qui se tenaient à une distance sûre et ont vu leur maison disparaître ont décrit indépendamment la même expérience. Non pas la panique, non pas le chagrin attendu, mais une étrange platitude, comme si le cerveau refusait de traiter une perte aussi totale. Un habitant a dit que c'était comme regarder les souvenirs de quelqu'un d'autre se consumer. Vous ne trouverez pas de « avant-après » spectaculaire avec le Kilauea. Il n'y a pas une seule photographie qui capture le moment où il est devenu dangereux, car ce moment n'est pas arrivé et n'arrivera peut-être jamais. Il est juste toujours en devenir. Dans la tradition hawaïenne, le volcan est le corps vivant de Pélé, déesse du feu et de la création. Et la terre qu'elle reprend n'est pas perdue, mais reconquise. Les scientifiques décrivent un point chaud du manteau sous la plaque Pacifique,
responsable de la formation de toute la chaîne d'îles hawaïennes, île après île, sur des millions d'années. Les deux approches tentent de dire la même chose. Cet endroit n'a jamais été stable, et tous ceux qui y ont construit ont fait un choix que la montagne allait inévitablement leur rappeler. Le Kilauea tue lentement, et il tue très peu de gens. Mais tenez-vous au bord d'une coulée active après la tombée de la nuit. Le sol saignant d'orange à vos pieds, l'air ayant le goût de quelque chose d'indicible. Le faible sifflement de la roche redevenant roche. Et l'idée d'une catastrophe lente cesse d'être réconfortante. Cela signifie simplement que vous avez plus de temps pour la regarder arriver. En 9e position, le Cotopaxi, un volcan qui incarne l'image parfaite de ce à quoi un volcan devrait ressembler, et qui tue, d'une façon à laquelle la plupart des gens ne s'attendent absolument pas. S'élevant à 5897 mètres au-dessus des Andes équatoriennes, le Cotopaxi est l'un des plus hauts volcans actifs de la planète. De loin, son cône quasi parfait, coiffé de neige éternelle, ressemble à une illustration de manuel de géographie. Pur, symétrique, presque décoratif. C'est précisément cette apparence qui le rend si dangereusement trompeur. Le sommet est recouvert en permanence de glace. En temps normal, ce glacier est une splendeur paysagère. Lors d'une éruption, il devient l'arme fatale. La chaleur volcanique fait fondre la glace presque instantanément, et le mélange résultant d'eau de fonte, de cendres, de fragments rocheux et de sols déplacés forme un lahar, une coulée boueuse surchauffée d'une densité comparable à celle du béton frais, qui dévale les vallées fluviales à la vitesse d'une autoroute. Il charrie des blocs de rochers de la taille de camions de livraison. Il contourne les virages. Il remplit tout sur son passage, comme l'eau remplit une baignoire. À ceci près qu'il pèse environ 2 tonnes par mètre cube et se solidifie lorsqu'il s'immobilise. L'éruption de 1877 a envoyé des lahars déferler simultanément dans 3 vallées distinctes. Ils ont atteint la côte Pacifique, à environ 300 km du sommet, en quelques heures seulement. La ville de Latacunga, située juste en contrebas du flanc ouest du volcan, a été détruite. C'était la 3e fois que le Cotopaxi la détruisait. La première fois, c'était en 1742. La seconde, en 1768. À chaque fois, les habitants ont reconstruit au même endroit. La raison est simple et honnête. Le sol volcanique autour du Cotopaxi est extraordinairement fertile. Des pommes de terre, du maïs, du quinoa et des fleurs spéciales poussent ici avec une abondance que l'agriculture de plaine ne peut égaler. Les agriculteurs qui reviennent après chaque catastrophe ne font pas preuve de témérité. Ils s'inscrivent dans une logique de survie transmise de génération en génération. Latacunga compte aujourd'hui une population approchant les 200 000 habitants. Des cartes de risques existent. Des systèmes d'alerte existent. La mémoire institutionnelle de ce que cette montagne est capable de faire est inscrite dans les programmes scolaires. Et pourtant, la population continue de croître, car la terre fertile attire plus fortement que la peur géologique. En 2015, le Cotopaxi s'est réveillé. Des colonnes de cendres ont grimpé 4 km au-dessus du sommet. L'odeur de soufre a atteint des communautés situées 40 km en aval. Des ordres d'évacuation ont été émis. Les scientifiques ont observé le glacier avec une anxiété particulière. Pendant 2 mois, chaque indicateur suggérait qu'une éruption majeure était imminente.
Puis l'activité a diminué. Les évacués sont rentrés chez eux. Le glacier était intact. Le constat qui ne change jamais. Une éruption sérieuse du Cotopaxi commencerait à faire fondre le glacier quelques minutes après la première émission significative de chaleur. Le lahar atteindrait les abords de l'Atacunga en 30 minutes environ. Les ponts principaux traversent précisément les rivières que le lahar emprunterait, et ces ponts seraient emportés avant même que la plupart des véhicules ne les atteignent. Des centaines de milliers de personnes se trouvent sur sa trajectoire. Chaque matin, le glacier capte le lever de soleil andin et brille d'un blanc éclatant sur un ciel bleu, et c'est d'une beauté authentique, et les gens y montent en voiture pour le photographier, et en dessous, le magma n'a pas d'agenda et n'a aucun intérêt pour la photographie. Le Merapi arrive en 8e position, et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord saisir l'essence de l'île qui l'abrite. Java abrite une population de 150 millions de personnes, concentrée sur une superficie à peu près équivalente à celle de l'État de New York. Les villes se fondent dans les banlieues, qui elles-mêmes s'étendent sur des terres agricoles, s'étirant quasiment sans discontinuer jusqu'au pied des volcans. Le Merapi n'est pas un aléa géologique lointain. C'est un volcan, cerné par l'une des concentrations humaines les plus denses de la planète. Et il entre en éruption, sous une forme ou une autre, tous les 2 à 5 ans. Le mécanisme qui le rend mortel est la nuée ardente pyroclastique, une avalanche surchauffée de gaz, de roches fragmentées et de cendres qui se déplace à plus de 200 km à l'heure, à des températures variant entre 300 et 800 degrés Celsius. Il est impossible de lui échapper à la course. On ne peut pas s'en protéger à l'intérieur d'une maison. L'onde de choc qui la précède peut arracher l'écorce des arbres aux confins de la zone touchée. L'impulsion thermique qui s'ensuit anéantit tout en quelques secondes. Le seul avertissement est un son que les témoins décrivent invariablement comme un grondement profond et râpeux montant des entrailles de la terre. Et cette odeur de roche chaude, piquante et minérale qui emplit vos poumons juste avant que tout ne bascule. L'éruption de 2010 fut la pire du Merapi en un siècle. Les coulées pyroclastiques atteignirent 15 km du sommet. Les villages, situés dans ce rayon, avaient été officiellement évacués, mais 353 personnes périrent tout de même. Certains étaient des chercheurs, qui étaient retournés vers la montagne pour aider aux évacuations. La plupart étaient des habitants qui avaient refusé de partir, non par ignorance, mais parce qu'ils avaient cultivé ce versant toute leur vie, qu'ils avaient survécu à de précédentes éruptions et savaient exactement la valeur de cette terre. Fruits de salac, riz et légumes de spécialité poussent dans le sol volcanique avec une profusion que les terres basses ne peuvent égaler. Partir signifiait abandonner un moyen de subsistance sans garantie de retour. Parmi les victimes se trouvait Mba Maridjan, âgé de 83 ans, qui détenait le titre héréditaire de Juru Kunci, le gardien officiel des clés du volcan. Un rôle au sein de la tradition royale javanaise dont le devoir était de maintenir une communication cérémonielle avec l'esprit de la montagne. Il avait refusé les ordres d'évacuation, déclarant que sa responsabilité exigeait qu'il reste. Les secouristes le retrouvèrent 4 jours après la nuée ardente, agenouillé dans la posture de la prière islamique, son corps conservé dans la cendre et les débris durcis. L'image fut diffusée dans toute l'Indonésie. Toute une nation vit un homme qui avait décidé de ce qu'il devait et tint cette promesse au péril de sa vie. Le Merapi est de nouveau entré en éruption depuis 2010. En 2014, 2018,
2021. À chaque fois, les abris temporaires se remplissent. À chaque fois, un certain pourcentage d'habitants refusent de partir. À chaque fois, lorsque l'activité volcanique s'apaise, les mêmes personnes redescendent la pente. La terre est toujours là. Le marché est toujours là. Et plus haut, le cratère continue de produire la cendre qui enrichit ses champs depuis des milliers d'années. Indifférent, comme toujours, à la distinction entre don et menace. En 7e position, le Stromboli, un volcan dont la terreur tient à une raison unique en son genre sur cette liste. Non pas à ce qu'il a fait, mais à ce qu'il n'a jamais cessé de faire. L'île se trouve à 80 km au nord de la Sicile, dans la mer Tyrrhénienne. On pourrait en faire le tour à pied en quelques heures. Elle abrite une population permanente d'environ 400 personnes, quelques hôtels, quelques restaurants et un volcan qui est en éruption sans interruption significative depuis au moins 2000 ans. Les marins grecs de l'Antiquité, naviguant en Méditerranée avant l'existence des cartes, utilisaient la lueur du Stromboli comme point de repère fixe. Les Romains l'appelaient le Farus Pellori, le phare des détroits. Il brillait quand l'Empire romain d'Occident est tombé. Il brillait pendant les croisades. Il brillait quand Colomb a traversé l'Atlantique. Il brille en ce moment même. Toutes les 15 à 20 minutes en moyenne, les évents au sommet projettent des fragments de lave incandescents, des bombes volcaniques, selon des trajectoires en arc de cercle qui dessinent des traînées orangées sur le ciel sombre. Les éruptions s'accompagnent d'un son que l'on ressent dans la poitrine avant même que les oreilles ne le perçoivent. Un grondement profond et percussif, quelque part entre la détonation d'un canon et le coup de grosse caisse frappée depuis l'intérieur d'un tunnel. L'air au-dessus du cratère sent en permanence le soufre et la pierre chaude. La nuit, le sommet rougeoie, d'un orange ardent. Et si vous observez depuis la terrasse d'observation désignée, à 300 mètres en contrebas, cela a l'air presque festif. Presque. Car le Stromboli attire les touristes. Des randonnées guidées vers la zone d'observation ont lieu toute l'année. Le volcan est si stable depuis si longtemps que le danger a été intégré comme une attraction. Des milliers de personnes, chaque année, gravissent les pentes vers une éruption active par choix et prennent des photographies de la roche en fusion projetée dans le ciel. Le 3 juillet 2019, cette familiarité a coûté une vie. Alors que des randonneurs se trouvaient sur le sentier du sommet et des familles sur les plages en contrebas, le Stromboli a produit une éruption paroxysmique. Une escalade soudaine et violente qui se produit sans avertissement préalable et ne ressemble en rien à l'activité strombolienne normale. Le sommet a généré une colonne continue de cendres sombres et de grands éjectats, pleuvant sur une zone beaucoup plus vaste que d'habitude. Un randonneur de 57 ans, nommé Massimo Bossio, a été frappé par une bombe rocheuse tombante et tué sur le sentier. D'autres ont fui. Des vidéos filmées sur des téléphones tremblants montrent des touristes en shorts et sandales dévalant une pente raide d'éboulis, tandis que des cendres et des fragments brûlants traçaient des arcs dans l'air au-dessus d'eux. Plusieurs personnes ont sauté d'une falaise dans la mer pour échapper à la chute de débris. L'événement a duré des minutes. Il n'y avait eu aucun avertissement spécifique. En 2002, un effondrement de flanc a projeté des matériaux de glissement de terrain dans la mer et a généré des tsunamis qui ont frappé l'île et la côte sicilienne. Pas le feu cette fois-ci, l'eau. 2000 ans d'observation. Un record inégalé par toute autre éruption observée dans l'histoire de l'humanité. Et en ce matin de juillet 2019, alors que les excursions battaient leur plein, les téléphones étaient de sortie et que le sommet faisait exactement ce qu'il fait toujours, personne sur le sentier n'avait la moindre idée de ce qui allait se produire.
Le volcan le plus longtemps observé en continu sur Terre garde ses pires moments pour lui jusqu'à ce qu'il ne soit déjà là. En 6e position de cette liste se trouve le mont Pinatubo aux Philippines, un volcan qui était resté silencieux pendant 600 ans, jugé inoffensif, et qui a ensuite produit la 2e plus grande éruption de tout le XXe siècle. Pendant 600 ans, la forêt tropicale recouvrait les pentes du Pinatubo. Les communautés indigènes Aeta, qui vivaient sur et autour de la montagne depuis des générations, n'avaient aucune tradition orale évoquant un danger lié à ce volcan, car personne de leur vivant ne l'avait vu entrer en éruption. La base aérienne de Clark, l'une des plus grandes installations militaires américaines d'Asie, opérait à 20 km du sommet dans une indifférence géologique totale. La montagne n'avait aucune réputation. Ce n'était qu'une colline boisée. En mars 1991, la colline commença à changer. Des fumerolles s'ouvrirent. De petits tremblements de terre se multiplièrent. Un renflement apparut sur le flanc nord. Une équipe de volcanologues de l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie faisait face à un dilemme sans issue évidente. Ils croyaient qu'une éruption majeure était imminente, mais leurs preuves étaient purement prédictives, basées sur un volcan sans antécédent d'éruption moderne. Convaincre l'armée, le gouvernement local et des centaines de milliers de civils d'évacuer sur la base d'une simple prévision, et non d'une catastrophe déjà avérée, demandait une confiance institutionnelle à construire de toutes pièces, semaine après semaine, sous la pression, tandis que la montagne poursuivait ses lents préparatifs. Au 12 juin, les éruptions prirent la décision à la place de tout le monde. 60 000 personnes partirent. L'événement principal survint le 15 juin. Une colonne de 40 km de haut, 10 km3 de matière, éjectée dans la stratosphère. L'éruption, visible depuis les satellites météorologiques en orbite. À cet instant précis, le typhon Yunya arriva au-dessus de Luzon. La rencontre entre les cendres mouillées et les pluies torrentielles créa une combinaison pour laquelle aucun modèle de catastrophe naturelle n'avait été spécifiquement préparé. Les cendres volcaniques, en absorbant l'eau, se transforment en une sorte de béton. Les toits qui avaient survécu à l'éruption elle-même s'effondrèrent sous le poids accumulé. Les hôpitaux et les refuges, les endroits où les gens avaient cherché la sécurité, s'écroulèrent sur eux. Sur les 847 décès confirmés, la plupart ne provenaient pas des coulées pyroclastiques, mais de l'effondrement des toits. Ce qui suivit prit des années. Les dépôts de cendres à travers la cordillère de Zambales restèrent instables. Chaque saison des pluies, les typhons les transformaient en nouvelles coulées de boue volcanique, les lahares, qui ensevelissaient de nouvelles zones. La ville de Bacolor disparut par étapes, d'abord jusqu'à ses rez-de-chaussée, puis jusqu'au niveau de ses toits, puis jusqu'au sommet de son clocher d'église, jusqu'à ce que seule la coiffe du clocher soit visible au-dessus d'une plaine grise et plate. Il se dresse toujours là. L'injection de dioxyde de soufre du Pinatubo abaissa les températures mondiales moyennes d'environ 1,5 degré Celsius pendant 2 années complètes. Les rendements agricoles chutèrent dans le Midwest américain et dans toute l'Asie de l'Est. La plupart des gens qui remarquèrent un été légèrement plus frais en 1992 n'avaient aucune idée qu'une éruption à l'autre bout de la planète en était la cause. Le peuple Aeta ne revint jamais. Une communauté présente sans interruption sur cette montagne depuis des siècles perdit définitivement sa terre ancestrale en un seul après-midi. Et aucun programme de réinstallation au cours des décennies suivantes n'a entièrement remplacé ce que cette terre signifiait pour eux. Krakatoa prend la 5e place, non pas uniquement pour son bilan macabre, mais pour le son qu'il a émis lors de sa disparition.
Le matin du 27 août 1883, l'île de Krakatoa, située dans le détroit de la Sonde entre Java et Sumatra, a explosé. Ce qui s'est produit ensuite a franchi un seuil que la plupart d'entre nous ne connaîtront jamais. Le point, ou un son, cesse d'être une chose que l'on entend pour devenir quelque chose qui vous frappe de plein fouet. L'éruption a produit ce qui demeure, selon le consensus scientifique actuel, le son le plus puissant jamais enregistré dans l'histoire de l'humanité. Il a été entendu distinctement à Batavia, l'actuel Jakarta, à 160 km de distance. Il a été perçu en Australie, à 4800 km au sud-est. Il a été détecté près de l'île Maurice, à près de 5000 km au sud-ouest. Les habitants de ces régions ont décrit ce qu'ils ont pris pour des tirs de canon lointains et sont partis à la recherche d'un navire en détresse. L'onde de choc a fait le tour de la Terre 4 fois et a été enregistrée par des baromètres à Londres avant de s'estomper sous le seuil de détection. L'explosion a provoqué l'effondrement des 2/3 nord de l'île dans la chambre magmatique vidée. Cet effondrement a déplacé la mer. Les tsunamis qui en ont résulté ont frappé les côtes de Java et de Sumatra, avec des murs d'eau atteignant jusqu'à 30 mètres de hauteur, submergeant les villages côtiers au milieu de la nuit, sans le moindre avertissement. Le bilan officiel des victimes de la colonie néerlandaise s'élevait à 36 000 morts. Les historiens estiment que ce chiffre était bien plus élevé. Des communautés côtières entières ont tout simplement disparu, sans laisser personne à compter. 165 villages ont été répertoriés comme détruits. La colonne de cendres a atteint 50 km de haut dans le ciel. Des aérosols de dioxyde de soufre se sont dispersés globalement au cours des mois suivants et ont diffusé la lumière solaire incidente, produisant des cieux post-éruption à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, que les témoins ont décrits comme les plus extraordinaires qu'ils aient jamais vus. D'un cramoisi profond et d'un violet persistant bien après le coucher du soleil, attirant les foules dans les rues pour les admirer. Le peintre norvégien Edvard Munch a immortalisé ces cieux dans son tableau de 1893, Le Cri. Le paysage rouge sang, derrière la figure centrale, n'était pas une invention expressionniste. C'était littéralement à cela que ressemblait le ciel au-dessus d'Oslo. Les historiens de l'art ont confirmé la correspondance météorologique. L'image la plus reconnaissable de l'art occidental a été peinte par un volcan. En 1927, un nouveau cône a émergé du fond marin à l'intérieur de la caldeira de 1883 et a percé la surface. Les habitants l'ont nommé Anak Krakatau, l'enfant de Krakatoa. Le 22 décembre 2018, une partie de son flanc sud-ouest s'est effondrée dans la mer lors d'une éruption. Le tsunami qui en a résulté a frappé les côtes de Banten et de Lampung sans déclencher la moindre alerte, car les vagues avaient été générées par un glissement de terrain sous-marin, invisible pour le réseau de détection sismique. 430 personnes ont trouvé la mort. Aucun avertissement n'avait été émis. Le trait le plus destructeur du parent, la capacité de générer un tsunami sans signature sismique, sans tremblement de terre, sans avertissement qu'aucun système de détection existant n'était conçu pour capter, avait été transmis intact à l'enfant. La 4e place revient au mont Etna, le volcan actif de la Terre, dont l'histoire écrite est la plus longue, et celui qui refuse le plus catégoriquement que l'on sépare la géologie de la civilisation. L'Etna a commencé à se former il y a environ un demi-million d'années, lorsque la plaque tectonique africaine s'est frottée sous la plaque européenne.
Quand les humains sont arrivés en Sicile, la montagne était déjà ancestrale, et ils ont bâti leur théologie directement autour d'elle. Les Grecs anciens, qui ont colonisé l'île au 8e siècle avant Jésus-Christ, levaient les yeux vers un sommet qui fumait constamment et projetait parfois du feu dans le ciel nocturne, et en ont conclu qu'Héphaïstos, le dieu de la forge, était à l'œuvre en dessous, forgeant des armes pour les dieux, évacuant la chaleur par le cratère. Le titan Encelade, disait-il, était coincé sous la montagne, et ses convulsions provoquaient les tremblements de terre. Le philosophe Empédocle se serait jeté dans le cratère pour prouver sa propre divinité. Le volcan, selon la légende, lui aurait rendu ses sandales de fer. Les annales des destructions causées par l'Etna s'étendent sur près de 3000 ans. La combinaison tremblement de terre, éruption de l'an 1169 a tué environ 15 000 personnes à Catane et dans la région environnante. Les coulées de lave de l'an 1669 sont les plus documentées de l'histoire du volcan. Jaillissant de fissures sur le flanc sud inférieur, elles ont progressé pendant des semaines, à travers les villages et les terres agricoles. Ont atteint Catane après environ 40 jours, ont fait s'effondrer des sections des remparts médiévaux de la ville et ont continué jusqu'à la mer. Les coulées sont restées actives pendant 4 mois. Toute une ville a regardé la roche avancer sans pouvoir rien faire, si ce n'est tenter de deviner quelle rue elle emprunterait ensuite. L'épisode le plus grave sur le flanc s'est produit entre 1991 et 1993, lorsqu'une coulée de lave a progressé vers la ville de Zafferana Etnea. Les ingénieurs ont réagi avec des moyens sans précédent. Des explosifs pour rediriger le chemin de la coulée, des blocs de béton largués par hélicoptère dans la cheminée principale, et un canal de dérivation artificielle creusé devant la roche en progression. Cela a fonctionné, de justesse, et après des mois d'efforts, impliquant des centaines de travailleurs et d'équipements militaires, le tout déployé contre une coulée avançant à peu près à un rythme de marche. L'ampleur de l'effort requis pour physiquement tenir tête à une éruption modérée de l'Etna est en soi un témoignage éloquent. L'Etna entre en éruption plusieurs fois par an de nos jours. L'aéroport international de Catane ferme périodiquement sous les cendres. L'autoroute côtière principale est parfois bloquée par de la lave fraîche. Et les terres agricoles sur ces pentes produisent, parmi les productions agricoles les plus prisées d'Europe, des vins issus du cépage Nerello Mascalese, cultivés en haute altitude dans un sol volcanique. Des pistaches du flanc nord, des agrumes des zones inférieures. Le tout enrichi par la même chimie qui détruit périodiquement l'infrastructure nécessaire pour le vendre. 300 000 personnes vivent à Catane, au pied du flanc sud. Ils disposent de plans d'évacuation, de systèmes de surveillance et d'un observatoire volcanologique dont les scientifiques considèrent l'éruption continue comme une condition gérée plutôt qu'une urgence. Ce qu'ils ont aussi, et qui est si profondément ancré dans la culture sicilienne qu'il est difficile de l'expliquer à un étranger, c'est quelque chose qui s'apparente plus à de la cohabitation qu'à de la peur. L'Etna est là depuis un demi-million d'années. Il survivra à toutes les structures bâties à ses pieds, et ce, de très loin. Les gens qui sont restés ont choisi de faire la paix avec cela, et ils le font, génération après génération, depuis près de 3000 ans. En 3e position sur notre liste, le Nevado del Ruiz, en Colombie, un volcan qui n'a pas tué 23 000 personnes parce que personne n'en connaissait la dangerosité. Il les a tués parce que ceux qui savaient n'ont pas agi.
Le Nevado del Ruiz est un stratovolcan coiffé d'un glacier dans les Andes colombiennes, s'élevant à 5321 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'instar du Cotopaxi, son mécanisme principal est le lahar. La chaleur volcanique fait fondre le glacier sommital et projette un mélange boueux d'eau, de glace, de cendres et de roches dévalant les vallées fluviales à une vitesse fulgurante. Au cours du printemps et de l'été 1985, alors que le volcan montrait des signes croissants d'activité, activité sismique, émission de gaz, une petite éruption en septembre, des volcanologues colombiens et internationaux ont produit une carte détaillée des risques, identifiant les couloirs que ces lahars emprunteraient et les communautés qui s'y trouvaient. L'une de ces communautés était Armero. Armero était une ville agricole prospère dans la vallée de la rivière Lagunillas, à 48 km du sommet, avec une population d'environ 28 000 habitants. Connue pour sa production de coton, son marché couvert et sa réputation régionale de ville bien organisée et agréable à vivre. La carte la situait directement sur la trajectoire la plus probable du lahar. La carte a été remise au gouvernement du département de Tolima. Elle est parvenue aux responsables nationaux des urgences. Elle est arrivée à la Croix-Rouge. Des journalistes ont rendu compte de l'agitation volcanique tout au long de l'automne. Une éruption en septembre avait déjà recouvert Armero d'une fine couche grise de cendres, un avant-goût littéral, visible par quiconque levait les yeux depuis la rue. Le soir du 13 novembre, la station de radio de la défense civile de la ville a diffusé un message demandant aux habitants de rester calmes et de rester chez eux. Un prêtre a célébré la messe. Les coordinateurs locaux ont reçu des avertissements actualisés par téléphone, mais ont décidé, ou n'ont pas pu décider, qu'ils avaient l'autorité d'ordonner une évacuation unilatéralement. À 9 heures du soir, le Nevado del Ruiz est entré en éruption. Non pas de manière catastrophique selon les normes géologiques, un événement modéré, mais suffisant. La chaleur a fait fondre une section substantielle du glacier sommital en quelques minutes et 90 millions de mètres cubes d'eau, de glace, de ponces et de roches ont commencé à descendre la vallée de la Lagunillas. Dans la haute vallée, le flux se déplaçait à 50 km par heure. Il a atteint Armero 2 heures et 35 minutes après l'éruption. La ville dormait. Dans les 4 minutes suivant l'arrivée du lahar, la majeure partie d'Armero était enfouie sous 3 à 8 mètres de débris volcaniques. Sur 28 000 habitants, 23 000 sont morts cette nuit-là. Omaira Sanchez avait 13 ans. Le lahar l'a piégée de la taille vers le bas, sous des débris structurels effondrés que les secouristes, qui l'avaient trouvée vivante et consciente, n'ont pas pu retirer sans équipement lourd, lequel n'était pas disponible. Elle a continué à converser avec les journalistes et les secouristes qui l'entouraient pendant 60 heures, répondant aux questions, s'informant sur sa famille, sombrant parfois dans ce qui semblait être une prière. Elle est morte le 16 novembre. Une photographie de son visage dans les dernières heures, des yeux sombres et clairs, l'eau au niveau de son menton, l'expression sereine, a remporté le prix World Press Photo de l'année 1985. Les scientifiques qui ont produit la carte des risques ont parlé publiquement de ce qui a suivi. Pas de culpabilité. Les avertissements avaient été donnés. Un sentiment qui n'a pas de nom précis. Le poids particulier d'avoir eu précisément raison et d'avoir été précisément ignoré, à un degré suffisamment proche pour que cela compte tragiquement. Le dauphin de notre classement est le Tambora, la plus grande éruption volcanique de l'histoire humaine enregistrée,
Un événement dont les conséquences ont rayonné bien au-delà de la portée directe de la montagne elle-même. Le soir du 5 avril 1815, les habitants de Sumbawa, Lombok et Bali entendirent ce qui ressemblait à des coups de canon et partirent à la recherche de batailles navales qui n'existaient pas. Des navires coloniaux modifièrent leur cap. Les autorités envoyèrent des dépêches urgentes pour s'enquérir d'engagements qu'on ne parvenait pas à expliquer. Ce qu'ils entendaient était le prélude d'une éruption qui atteindrait un indice de 7 sur l'échelle d'explosivité volcanique. Une échelle dont le maximum est de 8, environ 1000 fois plus puissante que l'éruption du mont Saint-Helens en 1980. Le 10 avril, le paroxysme. La colonne éruptive s'éleva de 43 km dans la stratosphère. 100 km3 de matériaux furent expulsés. Le sommet, qui s'élevait auparavant à environ 4300 mètres, avait disparu, remplacé par une caldeira de 6 km de large et d'1 km de profondeur. Les 3 royaumes qui prospéraient sur les pentes du Tambora, Pekat et Sangar, furent anéantis. Des coulées pyroclastiques atteignirent la mer sur toutes les faces de la péninsule. 10 000 personnes périrent lors de l'éruption elle-même. Mais le véritable bilan humain de l'éruption fut mondial, différé et insoupçonnable pour presque toutes ses victimes. Le dioxyde de soufre injecté dans la stratosphère forma des aérosols qui encerclèrent la planète et commencèrent à renvoyer le rayonnement solaire dans l'espace. Dès 1816, l'effet était mesurable partout au nord de l'équateur. En Nouvelle-Angleterre, le printemps arriva normalement, avant de faire marche arrière. Juin amena des gelées sur le Vermont, le Maine et le New Hampshire. Les agriculteurs virent leurs récoltes mourir au beau milieu de ce que les calendriers annonçaient comme l'été. En août, la neige tomba au Québec. Les prix des céréales doublèrent et triplèrent. Des milliers de familles d'agriculteurs abandonnèrent le nord-est des États-Unis et migrèrent vers l'ouest, en Ohio, en Indiana et au-delà. Une vague migratoire que les historiens attribuent directement à cette unique éruption. En Europe, 1816 déclencha des famines à travers la Suisse, l'Allemagne, la France et les îles britanniques. L'Irlande connut le typhus en plus de la destruction des récoltes. À travers le continent, des populations affamées se déplacèrent, remodelant les schémas démographiques pour toute une génération. Entre 65 000 et 100 000 personnes moururent de famine et de maladies associées en Europe en 1816 et 1817. La plupart d'entre elles ignorant totalement qu'une montagne des Indes néerlandaises était à l'origine de ce froid. Ce même été, froid, sombre, pluvieux et foncièrement étrange, un groupe d'écrivains, réfugiés à la villa Diodati, au bord du lac Léman, à court d'occupation intérieure, se lancèrent le défi d'écrire des histoires d'horreur. Lord Byron créa Darkness, un poème qui imaginait un monde où le soleil s'était éteint. Une jeune femme de 18 ans, nommée Mary Godwin, commença à écrire l'histoire d'un scientifique qui créait la vie à partir de matière morte et ne parvenait pas à contrôler sa création. Elle le termina 2 ans plus tard, mariée entre-temps, et le publia sous le nom de Mary Shelley. Ce livre était Frankenstein. Le roman d'horreur le plus lu en anglais fut conçu durant un été anormal en Suisse parce qu'une montagne sur l'île de Sumbawa avait, 15 mois plus tôt, projeté son sommet dans la haute atmosphère. Le Tambora n'a pas seulement tué,
Il a remodelé les schémas migratoires, anéanti les récoltes sur 3 continents et, presque en passant, a offert au monde son histoire de monstre la plus intemporelle. En première position, le mont Pelée, en Martinique, un volcan qui mérite la première place non par son ampleur, mais par sa précision. En 8 minutes, un matin de mai 1902, il a rayé de la carte une ville de 30 000 habitants, 2 survivants, et chaque décès aurait pu être évité. Saint-Pierre était niché sur la côte ouest de la Martinique, à 4 kilomètres du flanc inférieur du mont Pelée. Sa population s'élevait à environ 30 000 habitants, la capitale culturelle et commerciale des Caraïbes françaises, abritant un opéra, une imprimerie, une cathédrale, un port animé et une communauté d'expatriés qui la surnommait sans ironie le Paris des Antilles. À tous égards, c'était une ville florissante, prospère et pleine d'assurance. Le mont Pelée montrait des signes d'agitation depuis février de cette année-là. Tout au long d'avril et jusqu'en mai, les signes s'intensifièrent. De petites explosions au sommet, d'importantes chutes de cendres sur les pentes supérieures, des gaz sulfureux tuant le bétail sur les flancs de la montagne. Le 2 mai, un nuage sulfureux descendit assez bas pour atteindre les rues de Saint-Pierre. L'odeur, âcre, minérale, de brûlé, plana sur la ville pendant des heures. Des milliers de serpents fer de lance fuirent les pentes et se déversèrent dans les villages environnants, tuant du bétail et au moins 50 personnes. Une coulée de boue bouillante tua 23 ouvriers d'une distillerie au bord d'une rivière. La montagne ne cachait pas ce qui se préparait. La Martinique devait tenir des élections législatives le 11 mai. Le gouverneur de l'île, Louis Moutet, convoqua une commission scientifique pour évaluer le danger. La commission remit son rapport le 7 mai. Aucun danger imminent. Pas besoin d'évacuation. Le gouverneur Moutet et son épouse se rendirent à Saint-Pierre le même jour pour démontrer la confiance officielle dans leurs conclusions. Ils y passèrent la nuit. Ce soir-là, les récits des quelques personnes qui partirent malgré tout décrivent une montagne en pleine détresse. Un grondement sourd et continu. Des cendres tombant sans relâche dans l'obscurité. Le ciel du nord s'illuminait d'une lueur orange. Des animaux parcourant les rues à des heures où ils auraient dû être immobiles. Quelques centaines de personnes, des marins, des ouvriers de plantation, des gens ayant moins de raisons de rester, s'éclipsèrent de la ville sans tambour ni trompette. Aucune autorité ne les arrêta. À 8 heures, 8 minutes et 2 secondes du matin, le 8 mai, la face nord du mont Pelée explosa vers l'extérieur. Pas depuis le sommet, mais depuis le flanc, latéralement, directement vers Saint-Pierre. Cet événement, que les volcanologues français s'empressèrent de décrire et baptisèrent « nuée ardente », un nuage incandescent, était un courant de densité pyroclastique, composé de gaz surchauffés, de roches fragmentées et de cendres, se déplaçant à environ 150 à 200 km par heure, à une température interne dépassant 1000 degrés Celsius. Elle parcourut 4 km en moins de 2 minutes. 30 navires se trouvaient dans le port. Le Roraima, un vapeur canadien, arrivé la veille au matin, fut retrouvé à la dérive par la suite, la plupart de son équipage décédé et sa coque calcinée jusqu'à la ligne de flottaison. Son premier officier survivant décrivit l'arrivée du nuage comme une obscurité instantanée, puis,
un mur de chaleur si intense qu'il était indiscernable d'un impact. Le câble télégraphique en acier, reliant Fort-de-France, se rompit à 8h02 du matin. Cette ligne coupée fut le moyen par lequel la France apprit pour la première fois que Saint-Pierre avait disparu. Il n'y eut pas d'incendie, au sens ordinaire du terme. Un incendie se développe avec le temps. Ce qui se produisit en ces quelques secondes fut la combustion simultanée de tout ce qui était inflammable sur le passage du nuage, suivi immédiatement par l'effondrement des structures, le bois et la pierre cédant sous le choc thermique combiné et la pression des gaz. Les murs de pierre ne protégèrent pas les personnes qui s'y trouvaient. Un poteau télégraphique en acier, examiné par la suite, fut retrouvé tordu et partiellement fondu à sa base. 30 000 personnes. 2 survivants. Louis-Auguste Sipari avait été arrêté 4 jours plus tôt et était détenu dans la cellule disciplinaire de la prison de la ville. Des pierres volcaniques épaisses de tous côtés. Une seule petite grille d'aération dans la porte. Le gaz du nuage s'infiltra par la grille et le brûla gravement sur ses bras, son dos et ses jambes exposées. Les murs résistèrent. Il fut retrouvé 4 jours plus tard, vivant, criant, depuis l'intérieur d'une boîte de pierre, scellée au milieu d'un cimetière. Il fut gracié, signa avec le cirque Barnum and Bailey, effectua des tournées pendant des années en tant que le prisonnier de Saint-Pierre et mourut en Martinique en 1929. Léon Compère-Léandre vivait à la périphérie de la ville, du côté de la montagne. Il décrivit une vague de chaleur insoutenable, une perte de connaissance, et se réveilla à l'extérieur de sa maison, gravement brûlée, et sa famille morte autour de lui. Il marcha jusqu'à un village voisin. Il survécut. Il mourut en 1936. Le gouverneur Moutet mourut à Saint-Pierre. Son épouse mourut avec lui. Les membres de la commission qui avaient signé le rapport de sécurité se trouvaient en ville lorsque le nuage arriva. Qu'auriez-vous fait dans une ville qui venait d'être officiellement déclarée sûre, à 4 jours des élections, et le gouverneur lui-même dormant à quelques rues de là? Laissez votre réponse dans les commentaires, car les habitants qui restèrent firent confiance à ceux dont le métier était de savoir. Et c'est ce seul fait qui place le Mont Pelé en première position.